Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à ce panel sur le titre professionnel et sa multidisciplinarité. Donc, ravi de vous avoir tous avec nous. Donc, aujourd'hui, on travaille avec l'APCSF sur le thème qui est conseiller financier non reconnu aujourd'hui, conseiller agréé demain. On a aujourd'hui des invités qui font partie du panel que je vais vous présenter à l'instant même. Aujourd'hui, on va couvrir trois sujets principaux, soit le titre professionnel et puis l'incorporation au niveau des valeurs mobilières et le troisième thème qui est l'apport des femmes dans l'industrie. Les invités à notre panel, nous avons Marie-Christine Tétrault, qui est CPA, avocate et fiscaliste. Marie-Christine se spécialise principalement en réorganisation de planification fiscale. Elle est membre des comptables professionnels depuis 2005 et est impliquée auprès des entrepreneurs depuis 2003 et détentrice d'une maîtrise en fiscalité. Elle agit aussi régulièrement à titre de conférencière. Donc, bienvenue Marie-Christine. Je ne sais pas si on l'a en l'onde avec nous. Bon, on manque des panélistes. Je vais poursuivre la présentation. Je suis à ce qu'elle se joigne à nous afin de ne pas retarder notre horaire. Nous avons aussi Mme Henriette Bichaille. Henriette est un cadre professionnel senior dans le monde financier. Dans ce domaine, son nom est devenu synonyme de croissance et d'intégrité et de succès. Sa spécialité est de transformer des objectifs potentiels en réalisation tangible et quantifiable. Henriette est très passionnée par l'égalité, les droits de la personne, l'éducation et la lutte de l'autonomie des femmes. Elle enseigne les compétences en gestion de résolution de problèmes. Elle promeut également l'éducation financière. La conviction d'Henriette sur l'importance de l'éducation l'amène actuellement à poursuivre ses études de MBA et d'AVA. Bienvenue, Henriette. On vous entend. Ah, bienvenue. Nous avons également Chantal Paquette. Chantal Paquette, planificatrice financière, qui cumule 23 années d'expérience dans le domaine des services financiers. Elle détient un baccalauréat de l'Université d'Ottawa depuis 1997. Elle a obtenu son certificat en planification personnelle de l'Université Laval en 2007 et elle est membre de l'IQPF depuis 2007. Elle a ouvert son propre cabinet de planification en 2008 et elle est chargée de cours en planification financière à l'Université du Québec en Abitibi. Elle a été chargée, de 2008 à 2018 et elle est créatrice du programme Confort Finance. Bienvenue, Chantal. On ne vous entend pas. Le micro, peut-être, oui. Merci. OK. Enfin, nous avons également, je ne le vois pas à l'écran, Monsieur Maître Jimmy Trong. Jimmy Trong qui exerce au sein de l'équipe de litige commercial et de faillite et d'insolvabilité, d'immobilier, de construction et copropriété au sein de la firme de Grand Pré Jolicoeur. Il a été admis au barreau en 2010. Il est également impliqué en droit des affaires dans les rédactions et les négociations des baux commerciaux et de partenariats immobiliers. Maître Trunk est également détenteur d'un diplôme de juriste doctor en common law ainsi que d'une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Montréal. Bienvenue à Maître Trunk. Je crois qu'on a des difficultés de connexion avec certains de nos intervenants. Nous avons, là je le vois à l'écran, Flavio Vanni. Donc, Monsieur Vanni, qui est président d'assurance et produits financiers Vanni depuis 1992. Donc, il détient un baccalauréat en sciences, spécialisation en relations industrielles. Et Flavio détient également les titres de conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rente collective, représentant en épargne collective, représentant de courtier marché dispensé et courtier hypothécaire agréé. À cela s'ajoute que Flavio Vanni est bien entouré dans le domaine, puis il est impliqué auprès de notre association, la PCSF, depuis juin 2013, dont il est le président et le porte-parole. Donc, Flavio Vanni, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je crois qu'il nous manque deux de nos panélistes, là, Maître Jimmy Trong et Marie-Christine Pagé. Donc, pour l'instant, on pourrait peut-être débuter avec le premier sujet. Seulement, j'aimerais peut-être que si la régie pourrait prendre contact avec nos panélistes manquants. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ah, oui. Oui, c'est Jimmy Trong.
OK, bonjour, Maître Trong, enchanté. Bonjour. Bonjour, bonjour, Maître Franck. Il y a Mme Tétrault elle essaie de se connecter. J'en ai parler ça. Bon, excellent. Donc, on va débuter quand même avec notre premier sujet du jour, qui est le titre professionnel. En fait, depuis trop longtemps, les produits gèrent les permis dont la plupart des conseillers doivent détenir pour pouvoir distribuer certains produits. Et nous croyons à l'association qu'il y aurait une importance d'inverser les choses et d'avoir un titre professionnel pour aller chercher une certaine reconnaissance au niveau de l'importance du conseil qu'on apporte aux clients, une certaine dignité, une fierté dans notre domaine. Donc, Flavio, je te posais la question, pourquoi un titre professionnel? En effet, un titre professionnel, ça mettrait en évidence notre savoir-faire. Depuis trop longtemps, dans la distribution des services financiers, les titres sont basés sur les produits qu'on vend. Alors, en effet, nous ne sommes pas des vendeurs, nous ne sommes pas reconnus comme commerçants, nous ne sommes pas non plus reconnus comme professionnels. Et puis, actuellement, avec le changement sur la distribution sur la loi 141, que les produits peuvent être vendus directement par Internet et être approchés par des personnes aussi qui n'ont pas de licence, qui peuvent prendre l'information concernant l'assurance et les produits d'assurance. Je trouve que c'est nécessaire d'avoir un titre dans lequel nous pouvons faire connaître les savoir-faire, le conseil, qui est important pour la vente de produits. En effet, moi, je crois que les produits, c'est des biens, c'est des remèdes. Et avant de donner le remède, il faut faire des analyses. Il faut comprendre quelle est la différence entre un produit et un autre. Il faut savoir qu'il existe plusieurs solutions à un besoin. Et puis, le titre fera en sorte que nous pouvons nous faire connaître aux consommateurs, par le public, qu'un conseiller en service financier, il y a quelqu'un qui connaît plusieurs solutions et plusieurs produits pour le même besoin. Merci, Flavio. J'aimerais diriger la question à Henriette Bichaille. Ton opinion sur le titre professionnel dans le domaine, toi qui... Je suis tout à fait d'accord avec Flavio. Vous savez, la clientèle devient de plus en plus sophistiquée. Effectivement, elle fait des recherches en ligne et bien avant de nous rencontrer, ça serait important d'avoir des titres professionnels qui nous apportent une reconnaissance, une valeur. Ça démontre qu'on a nos connaissances approfondies, qu'on a fait nos recherches, qu'on connaît le marché, qu'on est capable de travailler dans le marché avancé. C'est important aussi d'être reconnu, nous autres, que nous sommes des professionnels et non exactement comme Flavio disait, on n'est pas des vendeurs, on n'est pas des gens qui font juste éduquer des produits, mais vraiment des professionnels de marché. C'est excellent. Particulièrement pour ceux qui ont des multidisciplinarités. Je pense que ça devient aussi un peu étourdissant, autant pour la clientèle que même les gens du domaine, et même aussi au niveau que ce soit de la formation continue. Parfois, il y a des chevauchements qui se font là, au niveau de différentes disciplines pour aller chercher des unités de formation. Donc, ça pourrait être un autre avantage. Chantal, as-tu une opinion sur le titre professionnel? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai été conseillère financière quelques années. Présentement, je suis planificatrice financière. J'ai mon titre en assurance de personnes, mais j'ai dû me départir du titre au niveau du placement. Parce que, je m'explique, moi, je fais que de la consultation, donc je ne vends plus de produits. Alors, je suis vraiment dans la cohorte où on dit l'avantage de tout ça, c'est d'offrir un service, d'être reconnu pour pas juste des produits, mais vraiment être une ressource où ce que les gens peuvent se référer. Et je trouve ça triste d'avoir laissé mon permis
de placement parce que je ne voulais plus vendre ces produits-là. Donc, on ne peut plus, si on ne vend pas le produit, étant donné qu'on n'est pas associé à la bannière, mais on doit se retirer quand même qu'on a l'expertise. Alors ça, je trouve que oui, c'est un manque, puis dans le même sens que Flavio et Henriette parlent, c'est un atout de pouvoir offrir ces discussions-là avec les gens, notre clientèle en fait. Patrice, si je pourrais, la multitude des titres offerts, comme vous disiez, ça rend étourdi même la clientèle. Puis je pense que ça serait un défi, c'est le plus grand défi finalement. Lequel choisir? Si on les fait tous, par lequel commencer? Est-ce qu'on fait un investissement de temps, d'argent? Lequel est le plus reconnu? Avoir une formation professionnelle attitrée, ça serait une bonne idée. Moi, je crois que les titres, ça pourrait non seulement c'est un véhicule dans lequel de nous faire savoir notre savoir-faire, mais c'est aussi donner la base à une formation de base pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à un consommateur qu'est-ce qu'il peut faire un représentant en fonds commun versus un représentant en assurance, personne ne sait la différence de tout ça. Et puis, la question pour un consommateur, pourquoi je devrais avoir un conseil dans un conseiller en sécurité financière ou un représentant en fonds commun ou de plein exercice, ou m'aller sur Internet et vraiment acheter un produit sur Internet, bien, le titre viendrait à combler tout ce qui nous manque aujourd'hui. En plus, c'est que pour chaque produit, il y a de la réglementation. Pour chaque produit, il y a une façon de se comporter. Moi, je crois que le comportement humain doit être basé sur un code de déontologie, un seul. Parce que les voleurs ou les gens qui trichent, ils ne les font pas sur la base des produits, ils les font sur la base d'occasion. Donc, c'est leur comportement le problème. Ce n'est pas le produit. On n'a pas besoin de réellement de se donner un comportement pour chaque produit. On doit avoir un comportement global qui englobe le professionnel, comme le font les avocats ou les comptables. Tout à fait. Avez-vous remarqué aussi, pour que chaque produit, on vous fait payer non seulement une licence, mais aussi où on vous fait payer les fonds d'indemnisation. Hein, chaque produit que vous vendez, vous devrez contribuer à votre fonds d'indemnisation. Si vous avez plusieurs disciplines comme moi, c'est 75 $, donc je rappelle de 25 $. Mais vous comprenez que la personne qui fait du conseil n'a pas un volume, on ne vend pas par volume. Vous avez certaines disciplines dans lesquelles vous faites plus d'affaires, il y en a d'autres qui en faites moins, mais vous devez savoir que quand vous donnez un conseil, que ce soit 1 ou 10 ou 100 personnes, vous devez être au courant de tout ce qui se passe. Alors, pourquoi continuer avec des règles du 20e siècle quand nous sommes au 21e siècle? On pourrait donner, je pense que tout le monde sera d'accord dans ça, un titre à la professionnalité, au conseil, et laisser les gens conseiller qui nous aient 1 ou 10 ou 1000, qu'on n'a pas besoin d'avoir un volume, et que là, on se retrouve possiblement quand on se fait dire plusieurs fois par expérience qu'on est en conflit d'intérêts. Pourquoi vendre un fonds mutuel quand il y a personne il y aura eu besoin d'un fonds distinct? Vous comprenez la problématique dans tout ça? Et c'est un problème que nous devions faire face et enlever. Mais c'est difficile de mettre d'accord tout le monde. Je crois qu'on a une façon de le faire, de travailler fort. Enfin, pour nous, la PSSF, c'est quelque chose de très, très important. Merci, Flavio. On a réglé certains problèmes de connexion de nos panélistes. Notre panel est maintenant complet. Maître Marie-Christine Tétrault, que j'ai présenté préalablement, vous étiez absente. Là. Bienvenue. Merci. Est-ce que je peux me permettre un commentaire sur le conseil? Oui, bien, tout à fait. On était au premier sujet du jour qui était le titre professionnel. On faisait un tour de table. On vous écoute. Parfait. Bien, en tant qu'alliance stratégique, je travaille déjà depuis plusieurs années avec des conseillers financiers. Je suis donc une personne convaincue que la bonne planification des besoins des clients passe nécessairement par une combinaison entre la fiscalité et le conseil financier.
Plus on collabore ensemble sur des dossiers, plus je considère que ce sont des professions interdépendantes et complémentaires. Dans votre domaine, je sais que la compétition est très féroce. Puis, ce que je remarque, en fait, c'est que les conseillers qui se démarquent saisissent bien les enjeux qui sont liés à la fiscalité, sont à même de bien conseiller leurs clients, puis pas seulement pour du court terme. Je pense que ça fait en sorte, le conseil en général fait en sorte de vous démarquer des banques à charges, puis des conseillers qui proposent des solutions peut-être un peu moins personnalisées et peut-être incomplètes également. Ça vous permet d'accompagner votre client tout au long de sa vie professionnelle, puis même au-delà, jusqu'au décès. Et je terminerai dans le fond en disant que le conseil, pour moi, c'est indéniablement l'avenir de votre profession. Merci, Marie-Christine. Puis les statistiques le dénotent aussi, le démontrent également là, que les clients sont beaucoup plus à l'affût de conseils que du produit en soi. Là-dessus, je serais curieux d'avoir l'opinion d'un juriste, là, de Maître Jimmy Truong, si vous avez une opinion sur le titre professionnel dans notre domaine. Jimmy? Démuté. Oui, excusez-moi. En fait, moi, je suis en faveur de ça. Je pense que le rôle du conseiller, c'est genre de bien conseiller et non de vendre des produits, c'est savoir apporter un service personnalisé au client. Et c'est dans ce cadre-là qu'on doit militer pour un titre agréé de ce type-là. Donc, c'est assez unanime. Je vois même des commentaires sur notre chat là, que j'invite tous ceux qui sont en ligne à utiliser. J'ai M. Binette qui dit qu'un seul titre serait idéal. Et il mentionne aussi que ça devient, je dirais, bon, je vais résumer, que ça devient étourdissant d'avoir plusieurs titres et plusieurs cabinets sur les mêmes cartes d'affaires. Quand on parle que ce soit de représentants en épargne collective, pour le commun des mortels, souvent c'est un terme qui leur dit pas grand-chose. Donc, je pense que on est tous unanimes là-dessus, à savoir qu'un titre et d'avoir une formation uniforme pour notre multidisciplinarité, puis qu'après on puisse se spécialiser, serait définitivement une voie à suivre, que ce soit aussi des conséquences, comme je parlais tout à l'heure, de la déformation continue ou même au niveau de nos assurances responsabilités professionnelles quand on détient différentes disciplines, à l'instar de M. Vanni, là, ça devient... Flavio, as-tu un commentaire à cet égard? Ça devient étourdissant de voir qu'on doit suivre, dans mon cas, moi, je suis dans les presque 80 UFC par année, par 2 ans. Pardon. Et puis, les règlements qui sont étourdissants dans une discipline à une autre, 3 ou 4 cours de blanchissement d'argent que je dois faire soit pour le courtier hypothécaire, soit pour l'assurance ou autre chose. La question, c'est que chaque produit est vu dans une façon différente et on met des règles pour cette produit-là. Ensuite, c'est ce que vous avez. 2 fois plusieurs permis parce que vous voulez donner un conseil à 360 degrés à votre client, et vous vous retrouvez à refaire plusieurs choses en double. Et en plus, les coûts, ça devient de plus en plus élevé parce que vous devez passer du temps à vous renseigner sur le règlement, comment aussi adopter certaines habitudes quand ces choses-là peuvent être réglé par un code de déontologie de base pour tout le monde. Et puis, si vous voulez spécialiser dans une discipline, il n'y a aucun problème dans ça, mais vous devez vous renseigner sur tous vos permis sur tous les produits que vous êtes capable de donner du conseil. Après ça, si vous ne voulez pas vendre, une fois que vous avez ce permis, vous pouvez associer avec quelqu'un d'autre, vous mettre en association avec quelqu'un d'autre. Moi, je me spécialise en assurance vie, une autre se spécialise en placement. Mais tout le monde doit savoir la même affaire. Aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui ont seulement un seul permis, le ont dans les fonds communs, puis vendent du fonds commun. Alors, est-ce que quelqu'un qui vend seulement des fonds communs, il serait-tu un conflit d'intérêt quand on va proposer un produit à quelqu'un? Par exemple, si quelqu'un il vient et dit « j'ai $1 million à investir », est-ce qu'on va lui proposer, parce que j'ai seulement une licence en fonds commun, un fonds? Ou je vais lui proposer, je voudrais savoir, monsieur le client,
est-ce que vous, cet argent-là, ça vous sert pour donner un revenu? Ça vous sert pour laisser le toit à votre succession? Avez-vous un testament? Est-ce que vous voulez-vous mettre en sécurité votre argent? Vous êtes-vous en affaires? Vous avez plein de questions à poser, mais il y a plein de solutions pour un placement. Alors, ce n'est pas seulement un placement. Alors, quand on a un permis de conseiller en services financiers, c'est que cette permis-là, ça doit nous permettre à tout le monde de comprendre quelle sorte de produits on peut donner à nos clients pour le meilleur besoin du client. Oui. Patrice, ce que je trouve intéressant, c'est que nous autres, les conseillers en sécurité financière, ils collectent beaucoup d'informations. Et si je peux faire l'écho à Maître Tétrault qui disait que de plus en plus, ils font affaire avec des fiscalistes, des comptables, des gens d'ordre professionnel déjà. Je me demande comment sommes-nous reconnus par eux, nous qui n'avons pas de titre professionnel? Est-ce qu'on nous voit comme professionnels? Est-ce qu'on donne valeur à nos conseils? Est-ce qu'on est vraiment égaux au niveau des yeux des clients quand on fait face à un client de marché avancé qui va inviter d'autres conseillers à discuter d'un plan qu'on peut proposer? Mais je te retournerai la question que tu poses. Toi, personnellement, quelle est ta perception face à ça quand tu traites avec justement des professionnels comment tu te considères, toi qui es conseillère également? Je trouve que c'est un défi pour nous. Hein. Ils sont très organisés au niveau de leur pensée, de leur profession, et nous, on manque un peu cette union de dire on est des vrais professionnels dans leur vision à eux. On a surmonté, on a beaucoup expliqué nos connaissances, on a beaucoup expliqué nos habiletés, nos expériences, comment on a acquis toute cette information-là, parce qu'on n'a pas ce même titre, cette même profession, cette reconnaissance, disons. Je vais continuer à échoer le même mot. C'est vraiment la reconnaissance qui n'est pas là. Bon, mais ça donne bien, on en a deux parmi notre panel, puis je serais curieux de connaître, je vois Marie-Christine, je pense qu'il hochait de la tête là, quand tu écoutais, je serais curieux de connaître, toi en tant que professionnel, avocate, comptable, fiscaliste, comment perçois-tu les conseillers justement de notre domaine? En fait, je vais apporter une précision. Je ne suis pas avocate, donc je suis comptable professionnel. Non, il n'y a pas de problème. Comptable professionnel agréé de formation et fiscaliste. Donc, j'ai une maîtrise en fiscalité. Ce qui me faisait un peu sourire de votre intervention, Mme Bichai, c'est exactement parce que le titre de fiscaliste est également non protégé et peut être un peu galvaudé. Donc, de la même façon, là, je pense qu'on doit se démarquer. Nous, c'est peut-être un peu plus facile, comme vous, là, on a certains titres après notre nom quand on a réellement une maîtrise en fiscalité. Ce qui vous distingue selon moi, effectivement, aux yeux des clients, c'est difficile de faire la différence, exactement, par rapport aux conseillers. Et puis, voilà, je pense que ce qui va vous distinguer, le titre, effectivement, puis les conseils, là. Le haut niveau de conseil. Merci, Marie-Christine. Et Jimmy, si je te lance la question. Oui, Maître. Oui, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Comme moi que j'ai abordé toujours, c'est l'aspect de la protection du public au niveau du rôle du conseil de faire un service 360 en tant que tel aux clients. Donc, écoutez, je sais pas juste un peu le fil. En fait, on discutait à savoir la perception. C'est Mme Henriette Bichard qui disait que la perception que les professionnels avec lesquels on peut faire affaire, que ce soit des comptables ou des avocats, quelle est la perception de ces professionnels-là, des conseillers dans le domaine de la distribution des services financiers, là, que ce soit des représentants en épargne collective ou des conseillers en sécurité financière? Okay. Au niveau de la perception, comment je peux dire ça? C'est qu'on peut dire que le conseiller est vraiment le one-man show. Ben, comme il y a la connaissance un peu 360 du client, puis à partir de là, nous, on peut offrir le bon service, le bon service au client. Donc, c'est vraiment une travail de synergie qui se fait entre le conseiller et le professionnel. Donc, OK. Et Chantal, est-ce que tu as une vision de la perception? Juste activer le micro, s'il vous plaît. OK. Fait que, oui, je suis du même avis qu'Henriette. La reconnaissance
elle n'est pas toujours évidente. On rentre toujours dans un nouveau bureau parce que quand on est connu, je pense qu'on est une profession qu'on gagne à être connu. Mais au départ, le titre qu'on n'a pas, qui n'est pas uniforme, mais qu'on a le titre souvent qui est vendeur, donc associé à vendeur. Donc, eux autres, ils nous voient arriver avec un produit, puis que ça prend ça, et ils ne voient pas l'aspect de « Attends un peu, on a fait le 360 avec le client, puis on est vraiment arrivé à cette recommandation-là basée sur notre écoute et tout ça, et on est arrivé à un produit X, et on vient chercher le point de vue de l'autre spécialiste. » Donc, quand les gens les spécialistes prennent le temps d'écouter les différents représentants, c'est gagnant, mais il faut toujours arriver avec, pas nécessairement sur la défensive, mais arriver préparé un peu plus pour se défendre de cet aspect-là et les amener à dire « OK, on va vous écouter, puis on va vous donner le même niveau que le spécialiste qui a déjà son ordre ou sa profession reconnue. » Donc, oui. Merci Chantal. Je vois des commentaires sur le chat là, des participants actuels. J'en ai un, M. Villot, qui s'interroge. Il dit que le public n'a aucune idée de ce que l'implication de notre intervention dans leur vie et de la rémunération. De la rémunération, excusez-moi, j'ai de la misère avec mon écran ici. Là. Ce qui implique, je recommence. Le public n'a aucune idée de ce qui implique notre travail et notre intervention dans leur vie, et la rémunération est un problème pour notre image. Donc, c'est toujours des points, c'est ça qui sont délicats. On a aussi M. Saint-Pierre qui dit, de son côté, il mentionnait, est-ce qu'un titre professionnel pourrait offrir une distinction entre agent et courtier? Donc, mais en fait, c'est ça, ça m'amène à poser la question, Flavio, pour en arriver là, un titre professionnel, quelles seraient les étapes ou le processus? Le grand défi, c'est de nous mettre d'accord qu'est-ce que ça prend. Naturellement, les titres de courtier ou de cabinet de courtier n'a rien à voir avec un titre professionnel parce que la vente, ça se fait directement de personne à personne. Alors, quand on fait une vente, généralement, la vente, ça ne se fait pas tout seul. C'est le conseil, c'est une analyse qui vient avant la vente. La vente, c'est seulement la fin de tout un processus. Pour nous, c'est que le conseil n'est pas reconnu. Le conseil, c'est le seul produit que les conseillers contrôlent. Quand que vous vendez un produit, vous le vendez parce que vous avez acquis en arrière une connaissance qui va au-delà du produit lui-même. On parle de fiscalité, de produits, on parle des produits légal dans des contrats d'assurance ou autre chose. Donc, il y a une connaissance qui n'a rien à voir avec le produit lui-même. Et dans toutes ces années, on a fait qui est réglementé la vente d'un produit, la rémunération d'un produit. Quand on devrait, nous, aller chercher la réglementation sur le conseil. Donc, le conseil, c'est un produit lui-même. Maintenant, de la façon de comment nous sommes payés, ça, c'est une question qui pourrait être résolue techniquement. C'est facile à résoudre une question de comment nous être payés. Ça dépend de qu'est-ce que le conseiller voudrait faire savoir à son client. C'est-à-dire, si on fait une déclaration à nos clients, on lui signe un contrat de gré à gré, dans lequel on dit, moi, je m'engage à vous servir à bonne et due forme selon mes capacités, à vous donner un service à long terme tant que vous voulez, et que je suis le mandataire pour vous. La question de la rémunération peut être résolue. On peut se faire payer par honoraire, on peut se faire payer par commission. Autant qu'on déclare, regarde, on a telle commission. Peut-être qu'on devrait regarder aussi, c'est vraiment la façon de payer les représentants dans le domaine d'assurance. Peut-être qu'on devrait regarder qu'on a enlevé la question du volume et avoir une rémunération qui est basée sur une pièce. C'est-à-dire, on vend une assurance, on prend tout le monde de la même façon.
Autrement, on pourrait s'en aller aussi par honoraire. Peut-être, dans ces moments-là, il faudra peut-être réduire les coûts des produits quand on vend par honoraire. Alors, toutes ces choses peuvent être discutées, mais moi, je crois qu'en premier, c'est se mettre d'accord. Qu'est-ce qui est important pour avoir un titre de conseiller en services financiers? Et agir de façon à donner une base commune de formation à tous ceux qui veulent avoir ces titres. Merci Flavio. Je vois plusieurs questions qui surviennent. J'avais comme 2 fenêtres de chat et je viens d'en retrouver une. J'ai Luc Larose qui s'interroge à savoir est-ce que les manufacturiers ayant une force de vente dédiée auraient beaucoup à perdre si leur vendeur, entre guillemets, devait se joindre à un ordre professionnel? Quel serait l'impact? Là, on parle même d'un ordre dans son cas ici. Moi, je crois que personnellement, là, on ne parle pas d'ordre ici, on parle d'un titre, mais je crois que non, parce que la question de connaître plusieurs types de produits, ça ne doit pas être seulement une différence de marque. Ça peut être aussi une seule marque. Si vous allez à tel cabinet qui vend seulement ces marques, autant qu'il vous donne le choix de toutes les marques qu'il a, vous êtes au courant que ce cabinet-là vous vend seulement ces marques. Alors, si vous voulez être multimarque, c'est autre chose. Mais la question pour nous est de savoir si je suis conseiller en services financiers, je dois connaître les produits qui sont dans les valeurs mobilières, qui sont dans les produits d'assurance et qui peuvent agir aux meilleurs besoins du client. J'ai une autre question. Merci, Flavio. De la part de, excusez, je ne peux pas voir le nom, Sylvain. Planificateur financier est seulement un conseiller sans d'autres permis. Il ne vend aucun produit. Ses services conseils touchent à tous les domaines reliés au conseil financier. L'IQPF essaie également d'obtenir un titre professionnel, mais sans succès jusqu'à maintenant. Est-ce que l'APCSF a des intentions de coordination avec l'IQPF pour ne pas multiplier les titres professionnels si jamais nous y accédions? Le produit n'est qu'un outil, jamais une fin en soi. Donc, le planificateur financier, nous ne voulons pas prendre le titre de planificateur financier. On parle ici des multiproduits. Donc, la planification financière, c'est une discipline. Au même titre qu'aujourd'hui que c'est le conseiller en sécurité financière. En fait, si vous voulez vendre des produits, le planificateur financier doit avoir les licences pour vendre un produit. Maintenant, il y a 5 disciplines dans les conseillers en services financiers qui sont similaires, qui sont dans la planification financière. Moi, je crois que la formation de la planification financière, c'est excellent. Et on devrait aller chercher tout le monde, ceux qui veulent avoir le titre de conseiller en services financiers, une base commune pour la connaissance des produits. De tous les produits, mais faire la différence entre qu'est-ce qu'il y a la différence dans un fonds distinct, dans un fonds mutuel, quelle est la différence à une assurance permanente que vous avez avec une compagnie d'assurance et celle que vous achetez moyennant un courtier hypothécaire ou avec une banque. Alors, il y a une différence. Aujourd'hui, si vous allez acheter une auto, on vous vend une panoplie d'assurances. On vous vend de l'assurance vie, on vous vend de l'assurance maladie grave, on vous vend de l'invalidité. Est-ce que ces contrats sont l'équivalent de ce que je peux vendre moi comme conseiller en services financiers? Non, écoutez, dans les concessionnaires, ça, ce qui manquerait maintenant, c'est seulement d'ouvrir un autre compte, de dire on vous met un compte à épargne, comme ça vous pouvez épargner un peu plus, vous pouvez vendre. Vous pouvez finir de payer votre automobile plus vite que d'habitude. C'est ça ce qui manque aujourd'hui. Alors, il y a tellement de façons de distribuer les services financiers qu'il faut absolument que nous, si on veut continuer à aller de l'avant et avoir une profession digne de notre savoir-faire, c'est se donner un titre dans lequel nous pouvons faire en sorte que tout le monde soit au courant des besoins qu'ils peuvent recevoir avec un conseiller en services financiers. Alors, je me souviens la dernière fois qu'on a eu la discussion sur la loi 141, que le ministre Letao avait dit carrément que lui ne voulait pas que les conseils financiers soient exclusifs aux gens détenteurs de discipline à la Chambre de sécurité financière. Bien, écoutez, c'est ça ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la PSSF a dû faire des interventions pour faire en sorte que certaines publicités qui ont été faites sur les médias sociaux aillent à l'encontre et nous classifient comme des vendeurs à pression
ou probablement des arnaqueurs. Et ça, c'était inadmissible. Merci Flavio. Je vois beaucoup de commentaires de la part de nos participants. C'est agréable de voir. Je pense que tout le monde peut les lire, là. On ne peut pas tous les porter, mais je vois Anne qui nous dit que le problème est que le service conseil financier, là, en parenthèse, planification financière, est offert sans frais dans les institutions financières, puis que ça donnerait l'impression d'une piètre qualité, là, ce qui est vrai dans la plupart des cas, selon elle. Bon, donc, c'est ça, on a plusieurs commentaires là-dessus, mais je pense qu'on a couvert assez le sujet pour l'heure. On pourrait passer à notre deuxième sujet, notre deuxième thème du jour, qui est, à moins que parmi les panélistes, vous aviez d'autres commentaires à apporter là, sur le type professionnel ou ça va. Donc, pour notre deuxième thème, je vous inviterai à parler de l'incorporation. Surtout dans le domaine des valeurs mobilières, les avantages et les inconvénients, tant au niveau fiscal qu'on pourrait peut-être discuter avec Marie-Christine. Donc, je voudrais savoir, Flavio, bon, l'incorporation, c'est un couteau à deux tranchants, selon toi? Nous, à la PSS, nous avons fait plusieurs fois des interventions. Nous avons demandé à l'ancien ministre Letao que les conseillers en services financiers en valeur mobilière puissent bénéficier des mêmes bénéfices ou des mêmes droits que les autres professionnels comme les médecins, les avocats, ils se sont donnés. Alors, à l'époque de l'ancien gouvernement libéral, c'était clair que le premier ministre Couillard ne voulait pas donner cette possibilité aux conseillers en valeur mobilière de s'incorporer. Maintenant, c'est ce que nous avons réussi à pousser, c'est qu'au moins permettre le partage des commissions à ceux qui ont la multidisciplinarité, qui ont un cabinet. Mais encore là, ça a été changé sur la loi, qu'on peut partager nos commissions avec un cabinet. Et si vous n'avez pas de cabinet, vous êtes seulement en valeur mobilière, ben vous ne pouvez pas le faire. Deuxièmement, c'est que, soit peut-être Marie-Christine pourrait nous donner un peu plus d'éclaircissement, c'est le partage des commissions qu'on doit faire entre celui qui reçoit des commissions en valeur mobilière et les paye ensuite à son cabinet. Je me pose cette question souvent. Est-ce que le gouvernement pourra-t-il revenir à dire que vous devez appliquer la TPS-TVQ quand que vous payez votre cabinet une partie de vos commissions? Ça, c'est encore une question que je n'ai pas de réponse à cette question. Je m'excuse, oui, c'est ça, Marie-Christine, vas-y. Désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Effectivement, là, c'est un excellent point. Pour l'instant, c'était considéré comme un service en fait financier. Par contre, effectivement, quand on refacture, on peut changer la nature de la fourniture et il y a effectivement peut-être un risque que ce soit considéré comme étant une fourniture taxable. Ce serait effectivement un bon point là, à valider avant d'aller plus loin au niveau de la refacturation. Ce qui m'amène à poser la question, Marie-Christine, les avantages de l'incorporation, que ce soit même pour des professionnels ou des gens des valeurs mobilières, il y a des avantages à s'incorporer, des inconvénients, il y a des conséquences à ça, surtout dans le domaine, bon, un bloc d'affaires, ça a une valeur. Donc, si on utilise le revenu et qu'on le met dans le corpo, la clientèle, est-ce que c'est au conseiller, au cabinet, la relève d'entreprise, le développement aussi, le financement. Donc, peux-tu nous entretenir un peu là-dessus? Bien oui, je peux vous entretenir en fait sur le volet fiscal de l'incorporation de la pratique professionnelle. J'aimerais préciser en tout début, en fait, que l'incorporation doit être envisagée lorsque les fonds disponibles sont supérieurs aux besoins de fonds personnels du courtier. En fait, c'est important parce que sinon, le principe d'intégration fait en sorte que l'avantage fiscal est quasi inexistant si tous les fonds disponibles annuellement sont encaissés à chaque année personnellement par le courtier. Donc, c'est déjà arrivé là, par le passé qu'on suggère à des gens, même s'ils font 200 000 par année, de ne pas s'incorporer parce qu'à toute fin pratique, ils avaient besoin de tout ce revenu-là pour vivre personnellement, donc pour leurs besoins de fonds. C'est peut-être une petite précision que j'aimerais apporter au tout début.
Vous avez apporté également la question de la clientèle. Il y a moyen, quand on est un travailleur autonome, d'incorporer notre société et puis de rouler, donc d'effectuer un roulement de l'achalandage à notre société, parce que le cas contraire, on n'est pas supposé de transiger avec une personne avec laquelle on a un lien de dépendance. Donc, notre société, on a effectivement un lien de dépendance avec elle, qui est comme un autre contribuable. On n'est pas supposé de transiger, en le fond, sans impact fiscal. Donc, on doit transiger à la valeur marchande. C'est sûr qu'ici, moi, je ne suis pas évaluateur, en fait, au niveau de la valeur marchande de vos achalandages. Donc, il y aurait peut-être une question à se poser, est-ce que cet achalandage-là vaut quelque chose et combien? Mais tout simplement pour vous dire qu'on est capable, sans impact fiscal, là, de transférer votre achalandage et vos mobiliers et tout ça à votre société sans impact fiscal. Il y a effectivement des avantages à procéder sous forme d'incorporation lorsque c'est possible. Le premier avantage est quantitatif, c'est-à-dire c'est le taux d'imposition de la société. Donc, pour les revenus imposables qui sont en deçà de 500 000 $, le taux d'imposition de la société est habituellement de 20,5 % pour un courtier qui pratique seul et il peut diminuer jusqu'à 14 % quand même pour les courtiers qui travaillent en équipe et qui vont compter plus de 5 500 heures travaillées par les employés et les dirigeants. Ce qui nous amène, en fait, plus de fonds disponibles. Donc, cet excédent-là est taxé à un taux moindre que notre taux d'imposition personnelle, ce qui amène un report d'impôt, dans le fond, important. Ce taux corporatif-là faible amène également des fonds après impôt plus élevés pour des investissements futurs. Donc, le travailleur autonome qui aurait, par exemple, un 100 000 $ en trop, donc en sus de ses besoins personnels, se verrait taxé, par exemple, à 50 ou 53 % sur ce revenu-là. Donc, il n'aurait que 50 % restant pour pouvoir effectuer des investissements personnels. Si on laisse les fonds dans une structure corporative, c'est environ 80 % dans le fond après impôt corporatif qui serait disponible pour investissement. C'est quand même un avantage non négligeable. La structure corporative n'est pas la seule façon de s'associer avec d'autres courtiers, mais par contre, elle peut faciliter l'intégration d'un autre courtier pour le travail avec qui on aimerait travailler en collaboration. La société permet aussi un contrôle de la rémunération de l'actionnaire. Donc, on est maintenant capable de déterminer ou de prévoir si on décide d'y aller avec une rémunération sous forme de dividendes, de salaire ou même une solution qui peut être hybride. Ça amène une optimisation de la fiscalité personnelle de l'actionnaire, puis ça permet la mise en place de stratégies financières personnelles là, que vous pouvez faire, puis une stratégie, dans le fond, qui peut être personnalisée vraiment aux besoins du client, à ses besoins en termes de retraite, puis à la stratégie financière que vous avez identifiée qui est la meilleure pour votre client. Est-ce que, je m'excuse, je me permets d'intervenir, Marie-Christine, fractionnement de revenus, est-ce que ça pourrait être utile aussi? Oui, effectivement, c'est un des points. Malgré les nouvelles règles, en fait, qui ne sont plus tant nouvelles, mais les règles sur le fractionnement de revenus avec les membres de la famille, qui se sont durcies il y a quelques années déjà, il reste encore des possibilités de fractionnement possibles avec le conjoint lorsque le courtier atteint 65 ans ou lorsque le conjoint travaille dans l'entreprise. Donc, effectivement, ça peut être un avantage. C'est un avantage, en fait, de l'incorporation. Juste peut-être préciser que les règles sont quand même assez strictes. Alors, tout simplement s'assurer avec votre CPA ou votre fiscaliste là, que chaque fois que l'on verse un dividende, ce dividende-là ne sera pas assujetti aux nouvelles règles de l'impôt sur le revenu fractionné et ne sera donc pas taxé au taux marginal maximal. Donc, on va pouvoir bénéficier de l'avantage du fractionnement de revenus. Il y a un avantage. Oui, allez-y. Je te laisse poursuivre, je posais ma question par la suite, d'accord. Je vais peut-être répondre à votre question. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. Un autre avantage qui est très connu par les conseillers qui travaillent justement avec plusieurs autres disciplines, c'est la planification successorale qui est bonifiée avec des fonds corporatifs, puis une bonne stratégie de placement en assurance vie. C'est d'ailleurs un des aspects sur lequel Oracle Fiscaliste, mon cabinet, travaille en collaboration avec vous.
donc la planification successorale. Et enfin, on parlait tout à l'heure d'un achalandage et tout ça. Je sais que c'est un peu plus rare, mais si on développe vraiment un cabinet et que les actions peuvent être vendues éventuellement à quelqu'un et non pas l'achalandage, donc vraiment une transaction sur les actions, la transaction de vente pourrait être exécutée dans le fond en franchise d'impôt avec la déduction pour gain en capital sur actions admissibles de petites entreprises. Donc, c'est un avantage qui peut être amené là, avec une structure corporative, donc une structure en société. Ça couvrait ma question, c'était celle-là, en fait, lors de la vente de l'entreprise, qu'on puisse vendre soit les actions ou les biens. Donc, mais par contre, quand on vend les actions, on s'entend qu'il y a un aspect juridique qu'on pourra lancer à Maître Truong à cet effet. Exactement, exactement. Et comme toute belle solution, il y a également des inconvénients à une structure corporative. Je vous dirais que l'inconvénient le plus majeur, en fait, est la conformité supplémentaire. Donc, il ne faut pas oublier ici qu'on a deux contribuables. On a vous personnellement et on a votre société. Donc, ça amène, on doit produire des états financiers annuellement, une déclaration d'impôt corporative, des formulaires, donc T4, T5, tout dépendant si on verse des salaires et des dividendes. Et ceci ne vous exempte pas de produire, bien sûr, une déclaration fiscale personnelle. Donc, on a un petit peu plus de documentation à produire. Si l'actionnaire requiert vraiment tous les fonds disponibles annuellement, on aura, dans le fond, l'inconvénient d'avoir une structure lourde et inefficace, dans le fond, qui va amener des frais supplémentaires sans avoir d'économie d'impôt. Donc, on doit vraiment pouvoir laisser des fonds dont on n'a pas besoin donc, dans la société pour bien bénéficier de ce report. Et enfin, ce ne sera pas votre cas, je suis certaine, mais lorsqu'on est incorporé, si par exemple on a des pertes une année, c'est impossible d'aller utiliser ces pertes-là à l'encontre des autres revenus de l'actionnaire. Donc, on peut les utiliser contre des revenus futurs ou antérieurs dans la société, mais pas à l'encontre des revenus de l'actionnaire. Donc, c'était les trois points majeurs, là, les trois inconvénients qui pouvaient être associés à une structure en société. Merci beaucoup, Marie-Christine. J'aimerais avoir l'opinion, oui, de Maître Truong à l'effet de quels seraient les avantages du point de vue juridique ou les obstacles. En ce qui concerne les points de vue juridiques, il y a plusieurs avantages à s'incorporer lorsque ça vaut la peine au niveau fiscal. Notamment, un des premiers avantages, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une incorporation, c'est une personne morale et par conséquent, la dette personnelle ou les relations d'endettement personnel ainsi que la compagnie, c'est deux choses différentes. Ce qui veut dire qu'avec une compagnie, il est plus facile de se financer compte tenu que le ratio personnel de dette n'est pas pris en compte nécessairement. De deux, la personne morale, la corporation détient ses propres actifs, ses propres dettes. Donc, en cas de pépin, on est capable de séparer ça et de limiter nos risques. Troisièmement, l'avantage également, c'est au niveau d'une association. C'est plus facile également d'avoir des associés, des co-actionnaires de faire avancer l'entreprise. Quatrièmement, qu'est-ce qui est avantageux, c'est que lorsqu'il y a une certaine permanence également, donc l'entreprise, au décès, reste encore en vigueur sous certaines modalités. Cinquièmement, un des avantages également de l'incorporation, c'est également, comment je peux dire ça? J'ai mis des petites notes. Bon, les dettes personnelles, les avantages de l'incorporation, c'est également au niveau de la vente de l'entreprise ou du transfert. Donc, c'est plus facile de vendre ses actions en tant que tel, puis de faire un transfert qui est plus adapté. Merci, Maître Truong. Henriette, est-ce que tu voulais peut-être... je sais qu'on parlait de l'incorporation au niveau des valeurs mobilières, mais toi, dans ta pratique, est-ce que tu es incorporé au niveau de tes disciplines? Non. Je vais laisser ça vraiment à Détro et à Maître Truong. C'est leur opinion qui est plus de valeur ici. Chantal, je te pose la question de ton côté. Est-ce que
Activer le micro, peut-être, oui. D'ici la fin, je devrais aller l'ouvrir. Mais non, je suis du même avis, là, Marie-Christine, puis Monsieur Mike Tron. Oui, oui. Jimmy, c'est sont très qualifiés dans le domaine. Moi, oui, je suis incorporée, je bénéficie des avantages de l'incorporation, mais tu sais, tout ce qu'ils ont dit, effectivement, c'est excellent là, comme commentaire. Excellent. Merci, Chantal. Je lis quand même certains commentaires là, de certains des participants là, qui ont déjà pas mal été couverts par nos panélistes. Flavio, sur l'incorporation, avais-tu quelque chose à ajouter avant qu'on passe au prochain sujet? Pour nous, c'est quelque chose de droit. On est considéré comme des citoyens de deuxième ordre. Il y en a des professionnels qui peuvent s'incorporer. Les commerçants ne peuvent s'incorporer, les professionnels peuvent s'incorporer. Et ceux qui ont le permis à vente immobilière ne peuvent pas s'incorporer parce que, naturellement, on n'a pas cette possibilité. Juste remarquer que le gouvernement sous Pauline Marois, il avait déjà été fait un projet de loi, je pense, c'est le projet de loi 58, dans lequel on nous donnait la possibilité d'être incorporé. Et ça a été tabletté après la venue du Parti libéral au pouvoir. Et on a déjà mentionné cette partie-là à le ministre des Finances actuel, et on n'a pas de réponse encore là-dessus. Merci, Flavio. Donc, on va passer au troisième thème de notre panel d'aujourd'hui parce qu'on m'informe à la régie qu'il nous reste 7 minutes. Donc, c'était pour couvrir, en fait, cette année de la femme, là, quelle est la part des femmes dans l'industrie financière, là, plus spécifiquement dans le réseau indépendant. Donc, je lancerai la question à Henriette. Est-ce que tu as... Dans le réseau indépendant, ben, à la base, nous les femmes, on est des humains. On apporte à l'industrie nos expériences, nos habiletés, nos connaissances, mais aussi on apporte le changement. Le changement de l'histoire, le changement de la femme, le changement de notre industrie. C'est des traditions, on apporte tout le bagage que par du vécu ou que par des histoires de nos parents ou de nos grands-parents. L'expérience de la rôle de la femme dans toute l'histoire. Nous sommes différentes, nous sommes égales et on ne se limite plus au milieu indépendant et dans tous les milieux, aux attentes de la société. Nous aussi, on a des attentes envers nous-mêmes et on fait preuve de vraiment une attitude gagnante. Et cette année, j'ose dire qu'en 2020, on souffre beaucoup moins de préjugés. On s'est réunis. On a eu beaucoup d'associations de femmes, de reconnaissance, un peu plus de pouvoir. Notre parole, on est entendue. Je suis fière de toutes les femmes qui ont eu du succès dans le passé, dans le présent et dans le futur aussi. Et souvent, on va entendre dire qu'on fait ça pour les générations qui suivent, mais on fait ça aussi pour nos collègues, pour vous les hommes, de vous montrer qu'on est capable, qu'on est aussi osé, qu'on est capable de gérer plusieurs choses en même temps. Je vais vous partager une petite histoire. En début de carrière, j'étais très jeune et je venais tout juste de me marier. J'étais enceinte, 8 mois, grossesse, premier bébé. J'en ai 3 en passant. Et en sortant du cabinet, un des hommes, qui est maintenant un très grand ami, il me pointe du ventre et il me dit, tu sais, tu ne pourras pas gérer 2 compagnies en même temps. Hein? Et j'étais frue et je suis rentrée à la maison et je sais de quoi il parlait, que je ne pouvais pas gérer ma maison, ma famille, mes enfants, mon mari et mon boulot. Et il avait tort, il le sait maintenant. Et comme toute entreprise, toute équipe, toute compagnie, on ne le fait pas seul, on doit être bien entouré. Alors moi, je suis très bien entourée. Je me suis arrangée d'être très bien entourée. Et je vous dirais que les opportunités dans le milieu indépendant sont toutes comme ceux des hommes aujourd'hui.
Et j'encourage toutes les femmes qui désirent franchir les barrières qu'ils le fassent. Merci, Henriette. Chantal, est-ce que tu peux nous entretenir sur la place des femmes? Oui, ben, en fait, oui, je suis dégelée. OK. C'est un beau témoignage, Henriette. Oui, c'est une profession qui est très pas facilitante, mais qui aide dans nos différentes tâches, parce que moi aussi, je suis mère et j'ai mon cabinet et tout ça. Donc, oui, c'est très exigeant d'être indépendante, de se lancer en affaires, mais le fait que c'est un travail qui est justement avec l'indépendance où ce qu'on a une certaine autonomie, on a une grande flexibilité qui nous permet de gérer plus facilement tous les aspects de notre vie qu'on peut avoir. Puis ça fait en fait qu'en 2020, c'est faisable d'être en affaires et d'avoir ta famille, puis de pouvoir faire un bout de chemin comme on le fait aujourd'hui. Donc, oui, c'est une très belle profession pour les femmes. Puis, j'aimerais ajouter que, tu sais, il y a de la place pour tout le monde, mais moi, j'aime croire qu'on a une approche qui est un peu différente où ce qu'on est... on a une écoute différente, puis on va avoir peut-être une douceur quand on arrive à des recommandations qui sont un peu plus corsées à faire passer à la clientèle avec notre approche qui est là, qu'on écoute beaucoup plus en profondeur, puis qu'on va aller chercher les stratégies pour faire coller avec les valeurs et les objectifs des clients. Ça fait de nous une force dans la communauté là, du conseil. Là, c'est sûr que moi, je vois ça juste comme du positif, là, que les femmes soient présentes en grand nombre, oui. Merci, Chantal, pour ton témoignage. Puis, Marie-Christine, je te voyais animée à l'écoute d'Henriette et de Chantal. Tu as l'air avoir à dire ton mot là-dessus aussi. On t'écoute. Bien, en fait, oui, je seconde ces deux femmes magnifiques, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les femmes et les hommes, on a une énergie qui est différente, bien que complémentaire. On a effectivement un style de gestion qui est plus souvent axé peut-être sur la sensibilité puis l'empathie. Ce ne sont pas des valeurs qui sont habituellement louangées en affaires, ce ne sont pas des valeurs qui sont même appropriées en affaires. Les affaires, habituellement, c'est vu comme un contexte qui est froid, calculé, donc très impersonnel. Moi, je pense que la sensibilité, l'empathie, ce sont des qualités, dans le fond, qui sont une force indéniable, qui amène une belle écoute des besoins du client, ce qui est important, en fait, quand on est conseillé. Puis je pense également que cette écoute-là, la société en a besoin, surtout cette année, en fait, dans une période où est-ce que les contacts sont restreints, où est-ce que l'isolement cause des ravages et où on doit appliquer des conseils qui sont vraiment personnalisés et bons pour le client. Je pense que l'écoute est très importante. Alors, je seconde Chantal là-dessus. Puis, je terminerai juste en disant qu'on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble, hommes, femmes, pour à utiliser, dans le fond, nos forces respectives de façon complémentaire. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages. C'est vraiment agréable d'avoir des personnes aussi engagées dans le domaine de livrer ces témoignages. Flavio, pour le mot de la fin, avais-tu quelque chose à ajouter ou avant qu'on respecte Je suis très fier que les femmes, d'ailleurs, me relèvent à moi, ma fille, et puis je trouve que c'est génial. Et puis, plus de femmes dans notre domaine, dans la distribution de services financiers, dans le domaine indépendant, c'est mieux. Parce que je pense que c'était pour plusieurs années un domaine d'hommes, mais il y a beaucoup de place pour les femmes. Et puis, moi, je suis pour à 100 000 à l'heure.
Merci Flavio. En fait, moi, j'ai la chance, comme les membres du panel, de vous voir à l'écran en même temps. Puis, je tiens à dire que vous êtes toutes les trois vraiment très rayonnantes. Vous êtes des belles ambassadrices d'entrepreneurs et puis des modèles à suivre. Merci beaucoup à tous pour votre participation à ce panel aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Maître Jimmy Truong aussi également. Et je ne voudrais pas oublier de finalement remercier nos commanditaires, donc la Chambre de la sécurité financière ainsi que la financière Canoë pour leur participation financière à l'événement. Donc, ce qui conclut notre panel aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup. On va avoir des Facebook Live qui vont suivre sur différents sujets qu'on avait entrepris de les faire au printemps dernier. Ça pourra être suivi. On va envoyer des courriels à cet égard pour vous inviter à y participer. Et vous pouvez toujours aussi aller sur notre site web à l'apcsf.ca pour voir les différentes démarches et les nouvelles de notre industrie et comment l'avancement. Comment vous pouvez participer aussi pour nous aider, que ce soit en tant qu'administrateur. On a, je rappelle, des sièges de disponibles pour cette année et aussi pour votre support financier ou contribution en tant que membre. Donc là-dessus, ça conclut notre panel d'aujourd'hui. Merci à vous tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.